montre Ablaye Kane, parce que dans son livre sur les systèmes numériques, Ablaye dit une chose très importante. Pourquoi est-ce que 20, c'est nit dërëm, c'est 20 fois 5 francs, c'était... voilà, quand tu disais nit dërëm, parce que 20, si je parle bien sous ton contrôle, 20, alors l'idée que 20 est un chiffre pour la perfection. Nous avons, si nous pensons que compter, ça a à voir avec les doigts que nous avons en effet 20 doigts. C'est comme si la perfection était de l'ordre de 20 et qu'on disait nit. Parce que le système de numération en Wolof est très bizarre. Il commence à être en base 5, puis il devient en base 10. Enfin, Ablaye explique ça magnifiquement dans son ouvrage. Et donc, être au complet, être un humain accompli, en effet, cela on peut comprendre pourquoi être pleinement humain et correspond à ce chiffre 20. Alors, Neddo ou ça, je vais laisser la famille du Fouta répondre sur ce plan-là. De Kaedi, ah bah oui, non, c'est une des origines familiales, Kaedi, Saldé et Pété. C'est là que la famille de ma mère, c'est de là qu'elle vient. Alors, merci infiniment pour mon frère saint-louisien m'avoir transmis les salutations de Cathy. Vous voulez bien lui transmettre mon plus cordial et amical hommage également, et d'avoir rappelé Aliou Tall, qui était un de mes étudiants aussi. Alors, sur la démocratie, vous savez, je vais vous donner peut-être un renseignement, parce que peut-être que ça ne se sait pas beaucoup. J'ai été jusqu'à ces élections-ci le président de la DCNA aux États-Unis. La DCNA, c'est le démembrement de la Sénat. Vous savez que la Sénat supervise nos élections, c'était sous la direction de Doudou Ndir. Et dans chaque région électorale du Sénégal, il y a une représentation de la Sénat qui est la DCNA. Eh bien, aux États-Unis, en Amérique du Nord, je présidais la DCNA. Présider la DCNA, ça veut dire que quand Doudou Ndir est venu aux États-Unis avec le colonel Gay, père d'un de mes amis et anciens étudiants aussi de philosophie, j'ai levé la main droite et j'ai juré devant eux que je n'interviendrai jamais dans la politique du Sénégal. J'ai respecté mon serment. Déjà, quand je donne ma parole, je la respecte. Alors si en plus je jure, évidemment, je suis totalement assermenté. Et donc, depuis en effet 2010, j'ai été élu, alors, la communauté sénégalaise aux États-Unis m'a fait confiance. Quand il s'agissait, on a fait une espèce de powwow, de town hall de réunion où la communauté sénégalaise était représentée. Et quand on a demandé est-ce que vous avez des gens que vous voulez proposer et dont vous pensez qu'ils peuvent être des gens impartiaux et honnêtes pour superviser les élections, la communauté, de manière unanime, a pensé à moi, ce qui m'a beaucoup ému. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de diriger la DCNA. C'est la raison pour laquelle j'ai prêté serment. Et en effet, je n'ai jamais prononcé un seul mot sur la politique du Sénégal. Et donc, voilà, l'explication est aussi simple que celle-là. Maintenant, ma tâche avec la DCNA est terminée, puisque cette DCNA-là n'existe plus. Une autre Sénat va probablement être mise en place, et déjà mise en place, il me semble. Et donc, mais je garde la liberté de me taire, en effet, parce que je n'ai pas non plus l'impression que le monde entier attende mes réactions sur telle ou telle chose. Et donc, je jugerai à chaque fois, mais l'explication est celle-là. Elle est aussi bête et aussi simple que celle-là. J'ai en effet, jusqu'à 2024 maintenant, juré de ne jamais dire un mot sur la politique du Sénégal, et je m'en suis tenu à ce serment. Alors, merci infiniment mes filles et nièces de l'école de la Maison de la Sagesse, que je considère comme étant mon école aussi, d'abord parce que c'était à côté de la maison de ma mère.
Eh bien, je suis toujours heureux de vous voir et vous avez posé la question importante, la signification de Ubuntu par rapport aux défis contemporains, les défis que sont le racisme, les conflits sociaux et les identitarismes. Et c'est vrai que Ubuntu doit nous servir de boussole. Et je profite de votre question d'ailleurs, ma chère fille, pour vous dire la chose suivante. C'est vrai qu'aujourd'hui, la jeunesse d'Afrique du Sud est assez sceptique par rapport à l'Ubuntu. Vous avez aussi beaucoup de jeunes qui, quand vous dites Ubuntu, sont assez impatients, commencent à vous dire, mais oui, mais rien n'a changé, Mandela c'est bien gentil, Desmond Tutu c'est bien gentil, mais l'apartheid institutionnel n'existe plus, mais l'apartheid économique est toujours là. Le pouvoir économique est toujours entre les mêmes mains blanches et en particulier la question des terres se pose beaucoup. J'ai parlé tout à l'heure de cette jeune philosophe du Zimbabwe, Panache Shimadzi, et qui a beaucoup étudié cette question-là et qui a écrit en particulier un magnifique article, je crois que j'ai gardé le titre, oui, Can South Africa live up to Ubuntu, the African philosophy to globalize? Est-ce que l'Afrique du Sud peut continuer à vivre sur l'Ubuntu, ce concept que Desmond Tutu a popularisé, a mondialisé? Et la question qu'elle pose est une question importante. Et une des réponses qui apportées à cette question-là, du scepticisme de la jeunesse sud-africaine, c'est de dire qu'il ne faut pas oublier que Ubuntu, le concept lui-même, est un concept qui demande un mouvement. Autrement dit, Ubuntu est un mouvement et ce n'est pas un État. Quand on dit Ubuntu, ça ne veut pas dire que Nelson Mandela a installé Ubuntu en Afrique du Sud ou a installé l'Afrique du Sud dans l'Ubuntu. C'est de dire que l'héritage de Ubuntu, c'est l'exigence de continuer à faire mouvement. Et dans ce cadre-là, une amie philosophe qui nous a quittés il y a 2 ans, Drusilla Cornell, avec qui j'ai coécrit un article sur Ubuntu justement, a créé en 2003 un mouvement qui s'appelle le mouvement Ubuntu et qui dit explicitement que le but de son mouvement, c'est de continuer à approfondir la signification de Ubuntu comme réponse. Donc la réponse, ce n'est pas on laisse tomber Ubuntu, c'est on approfondit et on continue Ubuntu. Et en particulier, elle a imprimé à Ubuntu une direction qui est la direction du féminisme. Et là, je le dis en regardant avec l'affection que j'ai pour elle, ma tante Fatso, l'Ubuntu comme philosophie du féminisme et l'approfondissement, parce que je suis humain en tant que nous sommes humains. Quand on pose cette question-là du point de vue des femmes, ça n'a peut-être pas la même signification, et Drusilla est engagée dans la voie que voilà. Mon cher Boubacar Sigini, monsieur le ministre, merci de m'avoir posé la question du titre. Et pourquoi le verbe? Eh bien, précisément parce que l'évolution de ma réflexion est la suivante. L'universel, ça m'a toujours préoccupé, enfin toujours, pas depuis ma naissance évidemment, mais depuis au moins le milieu des années 80. L'un des premiers textes que j'ai écrit sur cette question-là s'intitule « Difficulté de la notion d'universalité latérale ». J'avais perdu cet article, je ne l'avais plus du tout, jusqu'au jour où je l'ai retrouvé dans une bibliothèque de Northwestern University, à la bibliothèque d'African Studies, parce que les universités américaines veulent tout avoir. C'est ça la force des universités américaines. Et donc, elles avaient la revue dans laquelle cet article avait été publié, où je m'interrogeais en effet sur les difficultés logiques que posait le concept d'universalité latérale. Un universel vertical, un universel de surplomb, c'est plus facile à penser, parce que vous pensez en effet que l'universalité, c'est ce que nous réunit. De la même manière que nous sommes tous d'accord sur 2 + 2 = 4, est-ce que nous avons quelque chose qui puisse être universel de ce point de vue-là et qui ne soit pas simplement un universel mathématique ou un universel logique? Donc un universel latéral, ça n'est pas simple à penser. Et ce que l'exploration continue de ce concept m'a apporté, et le fait que je l'ai également enseigné, parce que ce livre est le fruit
d'un séminaire que j'ai donné à mon alma mater, mon ancienne école, l'école normale supérieure, aux normaliens et au public qui était venu me faire l'amitié de venir m'écouter. Eh bien, c'est que l'universel latéral, ce n'est pas un objet que l'on va exhiber en disant, voilà, je vais vous sortir, voici à quoi ressemble l'universel latéral. C'est une pratique d'universalisation. Et donc, le verbe universaliser indique qu'il s'agit bien d'une pratique d'universalisation et non pas de l'exhibition d'un objet que l'on appellerait universel latéral. Et donc, c'était important. L'universel, c'est une pratique d'universalisation et une pratique d'universalisation dans laquelle nous devons tous être engagés. La citation qui explique cela le mieux, c'est une citation de Alioune Diop, le fondateur de Présence africaine, comme vous le savez tous, qui a insisté. Cette phrase est devenue la phrase emblématique du congrès qu'il a organisé à Rome en 1959, le dernier congrès auquel Frantz Fanon a assisté, en 1959, qui était le congrès des artistes et écrivains noirs. Et il a mis ce congrès il l'a subsumé pour ainsi dire, il l'a mis véritablement sous l'éclairage de la phrase suivante: désoccidentaliser pour universaliser, il importe que tous soient présents à l'œuvre créatrice d'humanité. Et donc c'est cette phrase-là qui est à l'origine de mon choix de prendre le verbe universaliser. Il ne s'agit pas simplement de désoccidentaliser. Si on estime qu'à l'Occident, il faut opposer aujourd'hui nos identités, nos particularismes, etc., on n'est pas sorti de l'auberge et on ne fait pas avancer le schmilblick, comme on dit en langage familier. Et en revanche, dire qu'il s'agit de forger l'universel ensemble, ça a un sens, et ça a un sens politique. Ça a un sens politique et ça a un sens philosophique. Et c'est cette signification-là que porte le verbe universaliser, indiquant qu'il s'agit d'une pratique mieux que le substantif universalisme ou l'adjectif substantivé universel. Et alors, pourquoi? Alors, avec Françoise Blum. Françoise, pour ceux qui me connaissent et ceux qui étaient dans mon séminaire, tu sais ça mieux que beaucoup. Françoise est une amie que je connais depuis qu'on était en Hippocagne. On s'est connus au lycée Louis-le-Grand avec toute une tribu d'ailleurs de gens. J'ai ma tribu, mes amis les plus chers que j'ai rencontrés à cette époque-là dans les années 70, à la fin des années 70 au lycée Louis-le-Grand, et que j'ai gardé. Je suis heureux de pouvoir dire que mes amis d'enfance et mes amis de cette époque-là sont restés mes amis maintenant depuis un nombre de décennies qui devient considérable étant donné le blanc de mes cheveux. Eh bien, Françoise était, quand on m'a demandé de faire ce livre d'entretien, les meilleurs interlocuteurs possibles, ça pouvait être elle, ça pouvait être notre ami Daniel Devois, ça pouvait être d'autres amis. Bon, ça a été elle parce qu'elle, en plus, travaille sur l'Afrique. Elle est historienne et elle travaille sur les mouvements sociaux en Afrique. Elle a écrit un livre sur mai 68 ici au Sénégal, à Madagascar, au Congo. Elle a également écrit sur les syndicats, etc. Bref, c'est à Françoise que j'ai demandé pour qu'on fasse cet entretien. Et en effet, tu dis avec juste raison que ça devient la conversation entre un Africain, moi, et une Française, une Occidentale. C'est cela, faire humanité ensemble. C'est construire des dialogues de cette nature, qu'ils soient des dialogues transcontinentaux, des dialogues transculturels. Il faut en effet croire en la transculturalité et croire en la transindividualité, pour traduire d'ailleurs Ubuntu, le fait que l'individu se constitue dans la relation. C'est effectivement ce concept de transindividualité qu'on associe à Spinoza et que notre ami Étienne Balibar a
mise en lumière. Mais enfin, je ferme cette parenthèse-là. Voilà qui explique que j'ai fait cet entretien avec Françoise, qui connaît, je connais sa famille, elle connaît la mienne, elle a été souvent ici chez nous, ce qui fait qu'elle pouvait me poser des questions qui me permettaient de faire de ce livre le complément en quelque sorte de mon livre autobiographique, Le Fagot de ma mémoire. Dans Le Fagot de ma mémoire, j'ai davantage insisté sur l'enchaînement des livres que j'ai écrits. Le Fagot de ma mémoire est d'avant, bon, il y a des éléments autobiographiques évidemment, mais il explique aussi pourquoi tel livre à tel moment, etc. Avec très peu de précision autobiographique, il y a très peu de noms en particulier. Et alors que Françoise pouvait me poser des questions qui me permettaient maintenant d'être plus précis, et en particulier d'utiliser ces questions-là, elle l'a fait exprès, pour qu'elle et moi, nous puissions rendre hommage à des amis communs aujourd'hui disparus. Cela m'a permis de parler de Habib Mbaye, m'a permis de parler de Sémou, de rendre hommage à mon oncle Pathé, qui avec Fatso a eu une importance considérable dans mon existence. Quand j'étais gamin, je voulais être Fatso et Pathé à la fois, parce que ils étaient les personnes que j'admirais le plus dans ma famille. Voilà ce que signifiait pour moi le choix de Françoise. Oui, c'est important. Et on note dans le deuxième ouvrage, on y est déjà. Il a écrit toutes les questions, il a répondu à toutes les questions. Moi, j'ai oublié quelques-unes. C'est pour montrer que la jeunesse, c'est un état d'esprit. Hein. Moi, j'ai oublié les questions venant du public. Partons un peu d'un postulat, professeur Souleymane Bassirou Diagne, parce qu'il y a des élèves qui nous suivent. D'un postulat, la culture doit nous rendre plus humaines. Pourquoi? Parce que c'est le mouvement même d'aspiration vers une humanité commune. Quand je dis que l'humanité c'est un devenir, évidemment, ce devenir s'inscrit dans la culture, parce que sur le plan de la nature, aujourd'hui on remet en question, et à juste titre, cette séparation trop radicale entre nature et culture. Mais disons que du point de vue de la nature, du point de vue du biologique, il n'y a plus véritablement d'évolution à attendre de nous. Nous avons atteint la forme biologique qui est la nôtre. Encore que sur le temps long de l'évolution, on ne sait jamais. Peut-être d'être sur nos téléphones portables, nous allons avoir des pouces plus longs du fait de l'évolution. Mais enfin, on peut penser que sur ce plan-là, l'évolution, ma foi, s'est arrêtée. En revanche, il y a un rebond de l'évolution sur le plan de la culture. Et ce plan-là, c'est précisément l'aspiration à l'humanité qui est la nôtre. Nous allons vers cette humanité-là. Je prends par exemple la manière dont un philosophe aujourd'hui un peu oublié, mais qui est en train de revenir, en force d'ailleurs, Teilhard de Chardin, la manière dont il a vu l'évolution. C'est un penseur de l'évolution comme Bergson. Teilhard de Chardin parle, on le sait, de la géosphère, la constitution de notre terre commune, la constitution du cosmos, suivie par la biosphère, l'apparition de la vie, et il dit que nous sommes entrés dans le temps de la noosphère, c'est-à-dire le moment de l'intelligence. Donc, c'est le moment où l'évolution n'est plus seulement une évolution biologique, mais l'évolution de l'humain se fait par la culture. L'humain devient plus humain, l'hominisation est suivie par l'humanisation, et cette humanisation, c'est aussi le moment où nous engageons dans la construction d'une humanité à laquelle il croyait. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, qui était un temps d'atrocité effectivement, et de temps de tribalisme, le tribalisme le plus énorme qui soit, puisque c'était la traduction de la Deuxième Guerre mondiale, une des traductions c'était l'Holocauste, tout simplement. L'idée diabolique de détruire un peuple, de détruire le peuple juif. Eh bien, malgré tout, disait Teilhard de Chardin, nous allons vers cette noosphère, cette intelligence collective humaine, parce que nous sommes portés par l'aspiration à l'humanité.
Et cette aspiration, évidemment, c'est la culture que nous allons développer. Et c'est la raison pour laquelle aussi Senghor croyait beaucoup à la culture lorsqu'il répétait que la culture est au début et à la fin du développement. C'était pas simplement de dire que nous allons, le développement, ça va être les industries culturelles, Sorano, le musée dynamique, etc. C'était aussi ça. Mais c'était véritablement le mouvement humain, d'évolution de l'humain, par une aspiration à l'humanité, qu'il ne faut pas confondre, et c'est une chose que je dis dans mon livre, qu'il ne faut pas confondre avec le transhumanisme, ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme, s'augmenter par des moyens artificiels. Et comment faciliter à ces cultures-là, ou à ces cultures-là, parce que le pluriel est important dans nos échanges, comment faire coexister ces cultures-là dans un monde qui est le nôtre? En comprenant qu'une culture est humaine en tant qu'elle est partageable. Autrement dit, et je reviens à ce que je disais de l'apartheid, l'idée la plus assassine et la plus folle qui soit, c'est l'idée que les cultures sont des insularités et qu'elles ne communiquent pas. Les cultures sont toujours dans le mouvement de leur propre ouverture et dans le mouvement de leur créolisation. Et c'est en cela que nous devons retrouver la signification de l'humanisme traditionnel. Je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Comprendre qu'il n'est pas vrai qu'une identité soit enfermée dans sa propre expérience et que comprendre cette identité, c'est en participer. Je peux participer à une identité qui n'est pas la mienne parce que c'est une identité humaine et que l'humanité en moi fait que ce qui est humain ne m'est pas étranger. Et la meilleure manière de comprendre cela, c'est la traduction. Cette culture est traduisible dans la langue que je parle, malgré toutes les difficultés de la traduction, malgré l'intraduisible. Il faut bien comprendre que les cultures humaines, en tant qu'elles sont humaines, communiquent. Et c'est en cela d'ailleurs aussi qu'il faut bien comprendre la signification de ce métissage qui était le mot abhorré absolument par l'apartheid. La grande fixation de tous les racismes, c'est le métissage. L'idée que des gens vont se rencontrer en venant de cultures ou de races différentes ou d'ethnicités différentes, dans toutes les cultures les plus fermées et les plus racistes, ça a toujours été l'abcès de fixation. Aux États-Unis, on était très facilement lynché dès lors qu'on était un noir et une blanche ou réciproquement. D'ailleurs, c'était interdit. Vous ne pouvez pas se marier. C'est fou de penser que ça a été le cas il y a juste quelques décennies. Parce que le tribalisme, justement, a cette grande peur du métissage. Et l'une des paroles les plus importantes, je m'excuse, c'est encore Senghor, et a été de dire que chacun doit être métis à sa façon. Ça veut dire que le métissage, c'est pas simplement une rencontre biologique, ça se fait. Les gens sont métis parce que des gens qui se sont aimés à partir de deux cultures ou deux ethnicités différentes, etc. Mais ça, c'est un pur accident, ou accident, c'est l'amour, disons. Mais devoir être métis, c'est au contraire cultiver en soi la capacité de décentrement qui, en effet, nous permet d'embrasser des identités différentes et de comprendre le caractère multiple de la mienne. Ne pas être écrasé et aplati sur une seule dimension de son existence ou de son identité, c'est ça qui fait les identitarismes. Oui, et que faisons-nous, professeur, de ce mot qui a acquis une popularité politique? Souveraineté. La souveraineté culturelle est-elle possible? C'est une question locale qui est très présente actuellement. Est-ce que vous mêler ou faire un peu, ce serait oxymore, si ce serait une figure de style, souveraineté et culture? Souveraineté et culture, si par souveraineté on prend le premier aspect de la citation que j'ai donnée de Senghor, l'orgueil d'être différent, c'est-à-dire l'appréciation et l'affirmation de ce caractère unique, de ce visage unique que l'on donne à l'aventure humaine. Chaque langue humaine, chaque culture humaine porte un visage particulier, unique de l'aventure humaine, mais cette aventure humaine, encore une fois, est commune. C'est-à-dire qu'il faut toujours mesurer ce caractère unique et singulier au bonheur d'être ensemble. Et comprendre qu'il ne s'agit pas
de veiller comme un cerbère sur une identité de sa propre culture, mais une affirmation de cette culture dans un mouvement également de l'ouvrir en permanence et de comprendre qu'elle est constituée par cette ouverture. Ce n'est pas qu'elle se constitue et qu'elle s'ouvre, elle est constituée par l'ouverture elle-même. Ce qui fait que poursuivre, si je veux jouer sur les mots, mais ce n'est pas simplement un jeu de mots, poursuivre la culture de l'identité, c'est se tromper sur l'identité de la culture, sur la signification de la culture. Il n'est de culture en effet que dans cette ouverture que ma particularité me donne sur l'universel humain, ne pas l'oublier. Alors évidemment, si on transforme cela maintenant en une attitude purement défensive et réactive, par exemple, j'entends des gens estimer que la meilleure manière d'affirmer sa différence et sa souveraineté, c'est de s'amputer d'une langue, s'amputer de la langue française. Il n'y a rien de plus. Bon, je vais essayer de trouver un mot moins violent que celui auquel j'ai pensé, de moins absurde. Me diminuer d'une langue pour faire l'intégrité de mon identité. Voilà. Je me mettrai du jour au lendemain à arrêter de parler cette langue dont on entend bien qu'elle m'obéit, qu'elle met à ses dossiers et qu'elle m'aime bien, pour dire que c'est une manière d'affirmer la souveraineté qui est la mienne. Au contraire, l'islam nous enseigne que autant de langues on parle, autant d'humains on vaut. Autant de langues on parle, autant d'humains on vaut. Penser de langue à langue, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre-là pour mon livre sur la traduction, c'est ce qui fait l'humanité de l'humain, parce que parler plusieurs langues, c'est justement comprendre ce décentrement qui est constitutif de la culture et comprendre que la culture de l'identité doit toujours être éclairée par cette dimension de l'ouverture, de la multiplication, et comprendre en particulier, en effet, que le savoir est dans la traduction. Nous sommes des animaux qui traduisons. L'humain est un animal qui traduit, c'est-à-dire qui s'approprie. Aujourd'hui, on a une espèce de phobie de l'appropriation culturelle. Ne touche pas à ma culture. Enfin, une culture à laquelle on ne touche pas de l'extérieur perd tout de suite sa propre valeur de culture, et on va veiller autour de cette culture comme un pur cerbère, et on perd de vue ce qui fait véritablement l'humanité de l'humain, c'est-à-dire le contenu, la substance même des cultures créées par les humains. Et il y a Doyen Fofana qui a lâché cette phrase culte du livre de Cheikh Hamidou Kane. Bon, je la paraphrase: ce que l'on perd vaut mieux ce que l'on gagne. Qu'est-ce que l'on perd, qu'est-ce que l'on gagne en s'ouvrant? Ou bien il faut savoir s'ouvrir? Il faut savoir s'ouvrir, c'est-à-dire il faut toujours savoir que l'ouverture est, comme je le disais tout à l'heure, constitutive de l'identité. On dit par exemple qu'il faut être arc-bouté sur son identité. Arc-bouté sur son identité, avoir l'impression que c'est une identité culturelle toujours menacée, c'est qu'elle est déjà morte. C'est ce que disait mon ami Habib Baye. Une culture qui n'arrête pas de penser à sa propre disparition est une culture qui est déjà morte, parce qu'elle ne comprend pas qu'elle est ouverture permanente, qu'elle est devenir davantage que identité. Il n'est pas vrai que la jeunesse africaine soit préoccupée de son identité. Elle est préoccupée de son devenir. L'identité, je dis toujours en plaisantant, mais à moitié seulement, l'identité, elle fait comme l'intendance, elle suit. Engagez-vous dans le mouvement de devenir à partir de ce que vous êtes, et ce que vous allez créer va être votre identité. Une identité, c'est une identité en mouvement. Parce que le monde lui-même est en mouvement, il est en émergence continue. Je suis tout à fait désolé. Pardonnez-moi. Eh bien, c'est là, à mon avis, qu'il faut loger la réflexion sur la souveraineté. Effectivement, il ne faut pas que ce mouvement de devenir nous soit un mouvement maintenant qui soit actionné de l'extérieur. Voilà tout le mouvement.
Autrement dit, renouer avec son propre principe de mouvement, c'est reconnaître ce principe comme étant un principe interne de développement et non pas un principe externe. C'est là que vous avez l'impérialisme culturel. Mais lutter contre l'impérialisme culturel, ce n'est pas encore une fois avoir une réaction réactive et défensive, c'est avoir une intelligence active, proactive et en mouvement de ce que signifie l'identité dans le devenir et l'affirmation d'une différence dans le bonheur d'être ensemble. Et pour un dialogue des cultures, c'est votre...